Pendant des décennies, l'Algérie a vu défiler des voitures comme on regarde passer le temps, sans vraiment l'arrêter ni l'interroger. Des voitures venues d'ailleurs, pensées, conçues, fabriquées loin de cette terre, puis importées à grands frais, payées avec ce que le sol algérien offrait de plus brut et de plus immédiat, le pétrole, le gaz, cette richesse extraite sans transformation, échangée contre des objets finis. Nous consommions la mobilité comme on consomme une évidence, sans jamais en questionner l'origine, la logique profonde, ni ce qu'elle révélait de notre place dans le monde. Nous roulions, mais nous ne fabriquions pas. Nous avancions physiquement, mais restions immobiles mentalement. Chaque véhicule importé était bien plus qu'un simple moyen de transport. Il portait en lui un message silencieux, presque invisible, mais constant. Celui d'une dépendance installée, normalisée, acceptée comme un fait. Une dépendance qui ne se mesurait pas seulement en devises sorties du pays, mais en réflexes intellectuels abandonnés. Car lorsqu'une nation ne produit pas ce qu'elle utilise au quotidien, elle finit par internaliser une forme de doute. Un doute sur ses capacités, sur sa légitimité à créer, sur sa place réelle dans la chaîne de valeur mondiale. La fracture n'était pas seulement économique, elle était mentale, culturelle, presque existentielle. L'importation massive a longtemps été présentée comme une solution pragmatique, rapide, confortable. Acheter plutôt que bâtir, consommer plutôt que concevoir. Mais cette facilité avait un coût invisible. À force d'importer le mouvement, nous avons cessé d'en maîtriser la mécanique. À force de dépendre des chaînes de production étrangères, nous avons laissé rouiller nos propres ambitions industrielles. Le savoir-faire s'est éloigné, la patience du long terme s'est dissipée, remplacée par l'urgence et la rente. Et pourtant, sous le bitume des routes empruntées chaque jour, sous les ports par lesquels entraient ces voitures étrangères, sous les zones industrielles figées dans l'attente, quelque chose persistait. Une potentialité muette, presque oubliée. Ce n'était pas une usine déjà construite, ni une technologie clé en main. C'était plus fondamental que cela. C'était une question non résolue, enfouie dans la conscience collective. Pourquoi ne pas produire ici ce que nous utilisons ici? Pourquoi accepter que le mouvement des Algériens dépende entièrement de décisions prises ailleurs? La dépendance finit toujours par paraître normale lorsqu'elle dure trop longtemps. Elle se transforme en habitude, puis en culture. On ne la combat plus, on la gère. On n'ose plus la remettre en cause, de peur de l'effort que cela exige. Mais l'histoire montre que les nations ne se redressent jamais par le confort. Elles se redressent par des décisions difficiles, parfois impopulaires, souvent longues à porter leurs fruits. Ce qui attendait sous les routes et les ports algériens n'était donc pas un miracle industriel immédiat, mais une décision collective à assumer. Une décision qui suppose de renoncer à l'illusion de la facilité. Une décision qui impose de regarder en face ses retards, ses faiblesses, mais aussi ses capacités inexploitées. Car une terre qui a nourri, porté et défendu un peuple pendant des siècles ne peut se réduire à un simple guichet de matières premières. La question n'était plus de savoir combien de voitures l'Algérie pouvait importer, mais combien de doutes elle était prête à affronter pour commencer à produire. Et cette question, une fois posée, ne pouvait plus être refermée sans conséquence. Oran n'apparaît plus ici comme une carte postale figée dans la nostalgie, ni comme un simple port tourné vers le passé. Elle devient un point de bascule, un lieu où la mécanique de la dépendance commence lentement à se gripper pour laisser place à une autre logique. L'usine Fiat n'est pas présentée comme un symbole spectaculaire destiné au discours, mais comme un mécanisme précis, pensé pour rompre méthodiquement avec des années d'illusions industrielles. Pendant trop longtemps, l'industrie automobile locale s'est contentée d'un assemblage superficiel, d'une activité qui imitait la production sans en assumer la profondeur. Ici, la rupture est claire, il ne s'agit plus de visser des pièces importées, mais de reconstruire la capacité à produire, étape après étape, sans raccourci. Ce changement n'est pas visible au premier regard. Il se joue dans la structure même des chaînes de production, dans leur organisation, leur continuité, leur exigence. Une industrie réelle ne tolère ni improvisation ni dépendance excessive. Elle impose des standards, des délais, des responsabilités. Elle oblige à penser en termes de processus et non de résultats immédiats. À Oran, la voiture cesse d'être l'objectif final pour devenir un point de convergence. Ce qui compte désormais, c'est tout ce qui l'entoure, la logistique, les fournisseurs, les compétences, les normes, la discipline collective. Autour de l'usine, un tissu industriel commence à se dessiner. Des zones spécialisées émergent, non comme des décors, mais comme des espaces fonctionnels où des PME algériennes changent de posture. Elles ne sont plus de simples fournisseurs passifs, dépendant de commandes irrégulières ou de décisions extérieures. Elles entrent dans une logique de partenariat industriel, où la qualité, la fiabilité et la capacité à évoluer deviennent des conditions de survie. Cette transformation est lente, exigeante, parfois inconfortable. Elle oblige à investir, à se former, à accepter des audits, des normes internationales, des exigences jusque-là peu familières. Dans cette dynamique,
le transfert de compétences n'est pas un slogan. Il se mesure. Il s'observe dans les ateliers, dans les formations, dans la montée en responsabilité des techniciens et des ingénieurs locaux. La machine ne fonctionne pas seule. Elle exige des femmes et des hommes capables de la comprendre, de l'entretenir, de l'améliorer. Chaque compétence acquise réduit un peu plus la dépendance. Chaque savoir maîtrisé localement devient une brique supplémentaire dans l'édifice de la souveraineté. Peu à peu, une idée s'impose, presque silencieusement, sans déclaration grandiloquente. La souveraineté ne se décrète pas, elle se fabrique. Elle commence par la maîtrise de la chaîne de valeur, par la capacité à contrôler ce qui entre, ce qui sort, ce qui se transforme. Produire localement, ce n'est pas seulement réduire les importations. C'est reprendre la main sur le temps, sur la qualité, sur les choix stratégiques. C'est accepter que l'industrie soit un chemin long, parfois ingrat, mais structurant. À Oran, la machine se met en marche sans promesse spectaculaire. Elle avance avec méthode, avec contrainte, avec erreur parfois. Mais elle avance. Et dans son mouvement régulier, une question commence à émerger, sans encore trouver de réponse définitive. Que se passe-t-il lorsqu'un pays cesse de se contenter d'acheter et commence réellement à apprendre à produire? L'industrie automobile moderne ne tolère ni improvisation ni folklore. Elle ne laisse aucune place à l'approximation, encore moins à la nostalgie. Elle impose un langage froid, précis, universel, où chaque geste est mesuré, chaque délai contrôlé, chaque écart sanctionné. Entrer dans cette industrie, ce n'est pas seulement produire des véhicules, c'est accepter une discipline nouvelle, souvent exigeante, parfois brutale pour des systèmes habitués à la souplesse et aux arrangements. Ici, tout repose sur des process rigoureux, pensés en amont, testés, corrigés, standardisés. Rien n'est laissé au hasard, car le moindre détail défaillant se répercute sur l'ensemble de la chaîne. Dans les ateliers, les gestes changent. Ils deviennent plus lents au départ, plus précis, presque mécaniques. Chaque mouvement est codifié, répété, évalué. L'ouvrier ne travaille plus seulement avec ses mains, mais avec des protocoles, des capteurs, des tableaux de contrôle. La machine impose son rythme, mais elle exige aussi une compréhension fine de son fonctionnement. Cela transforme profondément la relation au travail. L'erreur n'est plus tolérée comme une fatalité, elle devient une donnée à analyser, à corriger, à anticiper. Cette rigueur, souvent perçue comme contraignante, est en réalité un apprentissage collectif de la fiabilité. Dans les écoles et les centres de formation, les contenus évoluent eux aussi. Les discours abstraits cèdent progressivement la place à des compétences mesurables. L'ingénieur n'est plus formé uniquement pour comprendre des concepts, mais pour les appliquer dans des environnements industriels réels, soumis à des normes mondiales. La technique n'est plus séparée de la responsabilité. Chaque décision, chaque calcul, chaque ajustement a des conséquences concrètes sur la production, sur la sécurité, sur la réputation industrielle du pays. Cette exigence élève le niveau, mais elle impose aussi une remise en question permanente. Dans les esprits, une mutation lente mais profonde s'opère. Produire pour soi-même n'est plus suffisant. L'Algérie commence à penser au-delà de son marché intérieur. Elle regarde vers l'export, vers la compétitivité, vers les marchés africains en pleine croissance. Cette projection change tout. Elle oblige à comparer, à se mesurer, à accepter la concurrence. Elle impose de parler le même langage industriel que les autres acteurs du monde. L'automobile devient alors un passeport, non pas diplomatique, mais productif. Un moyen d'entrer dans des réseaux, des accords, des chaînes de valeur régionales. Pendant longtemps, la richesse a été évaluée en barils, en mètres cubes, en chiffres d'exportation d'hydrocarbures. Aujourd'hui, une autre forme de richesse commence à apparaître pour ceux qui savent regarder autrement. Elle se lie dans la stabilité d'une ligne de production, dans la montée en compétence d'un technicien, dans la capacité à respecter un standard international sans assistance extérieure. Certains continuent de fixer leur regard sur les fluctuations du pétrole, sur les cours mondiaux, sur la rente immédiate. D'autres observent les usines, les machines, les tableaux de suivi, et y perçoivent quelque chose de plus durable. Cette richesse nouvelle ne fait pas de bruit. Elle ne s'extrait pas du sol, elle se construit dans le temps. Elle exige méthode, patience et discipline. Elle ne promet pas de résultats instantanés, mais elle offre une chose rare, la maîtrise. Et dans un monde où tout s'accélère, où les dépendances se déplacent sans disparaître, cette maîtrise devient peut-être l'atout le plus stratégique. La question n'est plus de savoir si cette discipline est difficile à accepter, mais si l'on peut encore se permettre de s'en passer. Dans les ateliers d'Oran, ce ne sont pas les machines qui impressionnent le plus. Elles sont imposantes, précises, parfois intimidantes, mais ce n'est pas elles qui retiennent l'attention quand on prend le temps d'observer. Ce sont les regards. Des regards concentrés, attentifs, parfois tendus, mais profondément habités. Ceux d'une jeunesse algérienne qui n'est plus là pour attendre, ni pour consommer passivement ce que d'autres produisent. Une jeunesse formée, exigeante,
consciente de ce qui se joue bien au-delà de l'enceinte de l'usine. Ces jeunes ne parlent presque jamais de rente. Le mot semble appartenir à un autre âge, à une autre logique. Leur vocabulaire est différent. Ils parlent de cadence, de tolérance, de qualité, de conformité. Ils parlent de normes comme on parle de règles du jeu, non pas pour s'y soumettre aveuglément, mais pour les maîtriser. Ils savent que dans l'industrie, chaque détail compte, que chaque approximation finit par coûter cher. Cette rigueur ne les écrase pas, elle les structure. Elle donne un cadre à leur ambition. Ils ne rêvent pas d'importer. Ils rêvent de comprendre, de démonter, d'analyser, de refaire mieux. Pour eux, la voiture n'est pas un objet de prestige, c'est un système complexe, une somme de décisions techniques, humaines, organisationnelles. L'usine n'est pas seulement un lieu de travail, encore moins un simple emploi. Elle devient un espace d'apprentissage collectif, où chacun progresse en même temps que l'autre, où l'erreur est partagée, corrigée, intégrée. Cette dimension collective change profondément le rapport au travail. On ne réussit plus seul, on avance ensemble. Chaque pièce produite localement porte une charge symbolique discrète. Elle ne fait pas la une des journaux, elle ne provoque pas de célébration immédiate. Mais elle compte. Elle signifie qu'un geste a été maîtrisé, qu'un savoir-faire a été transmis, qu'une dépendance a reculé, même légèrement. Chaque compétence acquise est un mur invisible qui tombe, un mur fait d'habitude, de résignation, de croyances limitantes. Rien de spectaculaire, mais quelque chose de solide. Cette jeunesse ne se fait pas d'illusions. Elle sait que le chemin est long, que les obstacles sont nombreux, que les comparaisons internationales sont parfois sévères. Mais elle avance avec une lucidité nouvelle. Elle comprend que l'industrie n'est pas une promesse rapide, mais un engagement durable. Elle accepte l'idée que la souveraineté se construit dans la répétition, dans l'amélioration continue, dans la patience. Cette maturité contraste avec les clichés souvent associés aux nouvelles générations. Ici, l'enthousiasme ne se confond pas avec la naïveté. Dans les couloirs, dans les ateliers, lors des pauses, une question commence à circuler, presque à voix basse, comme si elle demandait encore le droit d'exister pleinement. Et si l'Algérie n'était qu'au début de son réveil industriel? Et si ce qui se joue ici dépassait largement une usine, un projet, une marque? Et si cette jeunesse, face à la machine, était en train de redéfinir silencieusement ce que produire veut dire pour un pays tout entier? Dans un monde de plus en plus fragmenté, où les certitudes de la mondialisation fluide se sont fissurées, les chaînes d'approvisionnement ne sont plus de simples outils logistiques. Elles sont devenues des instruments de pression, parfois même des armes géopolitiques. Une rupture d'approvisionnement, une sanction, une crise internationale suffisent aujourd'hui à paralyser des économies entières. Dans ce contexte, produire n'est plus un luxe réservé aux grandes puissances industrielles. Produire devient une protection. Une assurance stratégique face à l'imprévisible. L'industrie automobile, souvent perçue comme un secteur parmi d'autres, prend alors une dimension bien plus large. Elle concentre des savoir-faire multiples, mobilise des réseaux complexes, structure un territoire et façonne des relations internationales. En se positionnant comme un pôle automobile africain potentiel, l'Algérie ne cherche pas à dominer ni à imposer un modèle. Elle cherche autre chose, de plus subtil et de plus durable, l'équilibre. Un équilibre entre ouverture et autonomie, entre coopération et maîtrise, entre intégration régionale et souveraineté nationale. Moins dépendre, cela signifie réduire la vulnérabilité face aux chocs extérieurs. Cela signifie aussi reprendre la main sur des choix stratégiques, ne plus subir des décisions prises ailleurs, dans des centres de pouvoir éloignés des réalités locales. Mieux négocier devient alors possible, car la négociation n'est jamais équilibrée lorsque l'un dépend totalement de l'autre. Une industrie structurée offre des leviers. Elle permet de parler d'égal à égal, de proposer des partenariats plutôt que de subir des conditions. Elle transforme la relation commerciale en relation stratégique. Exister autrement que comme fournisseur de matières premières est sans doute l'enjeu le plus profond. Pendant longtemps, la place de l'Algérie dans l'économie mondiale a été associée à ce qu'elle extrayait de son sol. Cette position, bien que génératrice de revenus, enferme dans un rôle limité. Elle réduit la perception extérieure d'un pays à ses ressources naturelles, et non à ses capacités humaines, techniques, organisationnelles. L'industrie automobile ouvre une autre narration. Elle raconte une Algérie qui transforme, qui assemble, qui conçoit, qui respecte des standards mondiaux et qui s'insère dans des chaînes de valeur complexes. À l'échelle africaine, cette mutation prend une résonance particulière. Le continent est en pleine recomposition industrielle. Les marchés se structurent, les besoins explosent, les échanges régionaux se renforcent. Dans ce contexte, devenir un acteur industriel crédible n'est pas seulement une opportunité économique, c'est un positionnement stratégique. Cela permet de participer à la construction d'un espace africain plus intégré, moins dépendant des importations lointaines, plus capable de répondre à ses propres besoins. Mais derrière ces perspectives, une question demeure,
suspendu, sans réponse simple ni immédiate. Sommes-nous prêts, collectivement, à assumer ce rôle de nation productrice? Sommes-nous prêts à accepter les exigences, les lenteurs, les contraintes que cela implique? Sommes-nous prêts à remplacer la facilité de l'importation par la discipline de la fabrication, le confort du court terme par l'effort du long terme? Et au-delà des stratégies, des usines et des chiffres, une interrogation plus intime s'impose. Dans cette transformation silencieuse, dans ce glissement progressif d'un statut de consommateur vers celui de producteur, quelle place chacun choisit-il d'occuper? Observer, critiquer, accompagner, construire? Car l'industrie, au fond, n'est jamais abstraite. Elle est toujours le reflet des choix d'une société face à son propre avenir. Et si la véritable révolution algérienne ne roulait pas sur le pétrole, mais sur 4 roues fabriquées ici, sur cette terre? Et si, pour une fois, l'Algérie cessait d'acheter le futur clé en main, pour commencer à le façonner de ses propres mains, dans le bruit des machines, la rigueur industrielle et la patience du long terme? Avant d'aller plus loin dans cette réflexion, prends un instant pour liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne Alger de demain et la partager autour de toi. Chaque interaction soutient une Algérie qui construit sa souveraineté au lieu de la commenter depuis l'extérieur. Et dis-moi une chose simple en commentaire, écris souveraineté si tu crois que l'industrie n'est pas qu'une affaire de chiffres, mais une question de dignité nationale, de maîtrise et d'avenir assumé.